Extrait de la conférence de presse de Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Moscou, 14 février 2025. Sur la crise ukrainienne. Les combattants des forces armées ukrainiennes poursuivent leur terreur contre la population et les infrastructures civiles des régions russes. Le 6 février 2025, à la suite d'une attaque de drone sur une voiture dans le district urbain de Valouiki dans la région de Belgorod, un homme et deux jeunes filles de 18 et 14 ans ont été tués. Le 8 février, les forces armées ukrainiennes ont mené une frappe d'artillerie inhumaine sur un quartier densément peuplé de Makeyevka, République populaire de Donetsk, entraînant des conséquences tragiques. Une femme est morte et sa fille en bas âge a été grièvement blessée. 10 autres personnes ont été blessées, dont un enfant. Le 10 février, les bandéristes ont tiré des dizaines de munitions diverses et utilisé des drones contre 26 localités de la région de Belgorod. 2 hommes ont été blessés. Des infrastructures et des équipements technologiques ont été endommagés. Le même jour, suite à une attaque délibérée de drones sur la route entre Mikhailovka et Vassilievka dans la région de Zaporojié, un couple âgé voyageant avec leur petit-fils de 5 ans a été blessé. Le garçon, heureusement, n'a pas été blessé. Un habitant de la ville libérée de Novogrodovka, République populaire de Donetsk, a raconté aux journalistes comment les combattants ukrainiens l'avaient cyniquement utilisé pour vérifier la présence de mines dans les zones résidentielles. Il devait servir de détecteur vivant pour vérifier si les passages étaient minés. Tout comme les nazis agissaient au XXe siècle, les néo-nazis agissent maintenant au XXIe siècle. Au fur et à mesure de la libération de la région de Koursk, de nouvelles atrocités des nazis ukrainiens sont découvertes. Le corps torturé et assassiné d'un vétéran de la Grande Guerre patriotique a été découvert dans une maison du district de Soudja. Il avait survécu aux nazis. Mais il n'a pas survécu aux néo-nazis. Il y aura des représailles pour cela. Des témoignages ont été recueillis auprès des soldats de la 83e brigade d'assaut aéroportée de la Garde qui ont libéré fin janvier le village de Nikolaïevo-Darino dans le district de Soudja de la région de Koursk. Ces habitants ont été utilisés par les nazis ukrainiens comme boucliers humains, privés d'aide et soumis à des mauvais traitements. Finalement, les monstres des forces armées ukrainiennes ont tué presque tous les hommes. Un seul a miraculeusement survécu. Lui et plusieurs femmes du village évacuées par nos soldats ont raconté les détails de ces crimes horribles. Le monde pensait que le village biélorusse de Katyn, ce tocsin et ses cloches, ne devait pas permettre aux gens d'oublier jusqu'où l'humanité peut se déshumaniser sous ses slogans nationalistes et nazis. Il s'est avéré que ce son du tocsin et des cloches de Katyn n'a pas atteint tout le monde. Les abus et les atrocités commis contre les civils de la région de Koursk par les néo-nazis du régime de Kiev sont des crimes imprescriptibles. D'une part, ils présentent toutes les caractéristiques d'un génocide de nature nationaliste, et d'autre part, ils sont qualifiés comme étant commis par des personnes professant le terrorisme. Ces crimes et d'autres crimes des néo-nazis seront toujours suivis d'un châtiment. Les tribunaux russes continuent de prononcer des verdicts contre les néo-nazis ukrainiens et les mercenaires pour crimes de guerre. Le commandant de la 138e brigade de défense aérienne des forces armées ukrainiennes N. Diamant a été condamné par contumace à la prison à perpétuité. Sur son ordre, une frappe de missile a été menée le 23 février 2024 contre le hameau de Trudovaya Armenia dans la région de Krasnodar. L'attentat terroriste avait alors fait 10 morts. Les mercenaires géorgiens Tedor Kropilashvili, G. Gelashvili et V. Zoria ont été condamnés par contumace à 13,5, 14 et 14,5 ans de prison. Notons que le drapeau appartenant à ces soldats de fortune géorgiens a été retrouvé par les forces de l'ordre dans un sous-sol contenant les corps sauvagement assassinés d'habitants du village de Rouskoï Porechnoï dans la région de Koursk. Nous avions parlé de ce crime du régime de Kiev lors de la conférence de presse du 31 janvier. Les légionnaires lettons et lituaniens Z. Roni et Ad Glazowska, qui combattaient dans le bataillon Karpatska Sich et le régiment Kastu-Kalinowski, ont été condamnés respectivement à 13 ans et 9 mois et 14 ans de prison. Tous les combattants font l'objet d'un mandat d'arrêt international. Les forces de l'ordre russes continuent leur travail pour traduire en justice les néo-nazis ukrainiens et les mercenaires étrangers pour crimes de guerre et autres crimes. De ce qui précède, d'ailleurs, nous parlons des bourreaux ukrainiens condamnés d'une conférence de presse à l'autre. Il ressort clairement que les dirigeants occidentaux, qui prennent les décisions d'alimenter les nazis de Kiev en argent et en armes, contribuent aux crimes contre l'humanité. Ils n'échapperont pas à la responsabilité de leurs actes. Le 12 février, une nouvelle réunion du groupe de contact pour l'assistance à la défense de l'Ukraine au format Ramstein s'est tenue à Bruxelles. Pour la première fois, le ministre britannique de la Défense a occupé le siège présidentiel à la place du chef du Pentagone, soulignant ainsi sa volonté d'assumer le rôle de principal metteur en scène de la guerre de l'Occident contre la Russie par l'intermédiaire des Ukrainiens. Cependant, il semble que les stratèges occidentaux rencontrent des problèmes considérables. Ce changement ne doit être considéré que comme un élément d'une combinaison d'échecs. Comme l'a souligné l'ancien secrétaire adjoint à la défense américain Jim Townsend dans une interview accordée à Politico le 6 février, le Royaume-Uni pourrait coordonner l'aide à l'Ukraine, mais sans les États-Unis, il n'y aura pas d'argent et donc pas d'aide. Dans les couloirs de Ramstein, des rumeurs circulent selon lesquelles la réunion de mercredi a été la pire pour l'Ukraine. Je ne sais pas ce qui peut être pire, le fait de ne pas fournir au régime de Kiev l'aide dans la quantité sur laquelle insiste Vladimir Zelensky ou d'en fournir.
Du point de vue occidental, le pire est de ne pas en fournir. Si quelqu'un en Occident a ne serait-ce qu'une once de pitié pour l'Ukraine en tant qu'État et pour les Ukrainiens en tant que peuple, habitants de ce territoire, citoyens d'Ukraine, ils les épargneront peut-être et ne feront pas tout pour les détruire tous. Et c'est exactement ce sur quoi Vladimir Zelensky est focalisé avec cet argent occidental. Seuls les Anglais ont décidé de débourser de l'aide dans le cadre de Ramstein, promettant 186 millions de dollars. Pour Kiev, qui tue ses propres citoyens, c'est une goutte d'eau dans l'océan, car il dépense plus de 3 milliards de dollars par mois rien que pour maintenir la ligne de front. Cela représente plus de 30 milliards de dollars par an. Combien d'usines, d'écoles ou d'hôpitaux aurait-on pu construire avec cet argent pour les citoyens ukrainiens? Combien aurait-on pu investir dans les nouvelles technologies, dans la résolution des problèmes urgents en Ukraine? Combien de routes, de ponts, d'aéroports aurait-on pu construire? Mais non. Du point de vue occidental, un autre destin était réservé à l'Ukraine. De son côté, cherchant à consolider Londres dans son nouveau rôle de leader, le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy s'est littéralement couvert de honte lors de sa visite à Kiev le 5 février. Tentant de démontrer son érudition, il s'est perdu dans des élucubrations absurdes sur une prétendue histoire séculaire, puis millénaire, de partenariat entre les Anglais et les anciens Ukrainiens. Il a déclaré avec aplomb: « Il y a 1000 ans, les princesses de Kiev épousaient des princes britanniques. » Les historiens professionnels ont bien sûr comblé les lacunes dans les connaissances du chef de la diplomatie anglaise et d'autres conteurs londoniens, rappelant qu'il y a 1000 ans, l'Ukraine n'existait pas, mais il y avait un ancien État russe appelé la Russe, qui entretenait des relations avec de nombreuses puissances étrangères. Mais ce n'était pas d'anciens Ukrainiens. Pour renforcer sa position internationale, les princesses russes contractaient des mariages dynastiques, mais n'ont jamais épousé d'anglo-saxons. Les chroniques ont conservé l'information d'un cas inverse. Au XIe siècle, le prince russe Vladimir Monomakh a épousé la princesse anglaise Gita de Wessex, fille du roi Harold II tuée par les Normands dans la bataille d'Hastings. Il est clair que les Britanniques, obsédés par leurs ambitions impériales, savent prononcer, sans s'appuyer sur des faits historiques, de belles paroles sur les anciennes traditions de coopération avec leurs vassaux. Et ces derniers sont prêts à écouter. Mais derrière cette flatterie pseudo-historique se cache un calcul géopolitique cynique visant à inciter le régime criminel de Vladimir Zelensky à poursuivre les hostilités contre la Russie. Par les mains du régime de Kiev, les citoyens ukrainiens sont tellement tourmentés et trompés par les Occidentaux qu'ils croiront peut-être à ces paroles du ministre britannique des Affaires étrangères, au soutien historique de cet avenir radieux pour lequel on leur accorde des crédits de plusieurs milliards. Le 2 février, les ministères des Affaires étrangères d'Ukraine et du Canada ont annoncé avec emphase le premier anniversaire de la création de leur coalition internationale pour le retour des enfants ukrainiens. Ces dernières années, le régime de Kiev et ses maîtres occidentaux ont lancé tant de structures vides à orientation anti-russe qui ne font rien d'autre que débiter des déclarations russophobes absolument absurdes et mensongères, qu'il est étonnant qu'ils ne s'y perdent pas eux-mêmes et parviennent à commémorer à temps toutes les dates mémorables et les anniversaires. Cette coalition, par exemple, comme l'affirment ses fondateurs, a facilité le retour en Ukraine de 600 enfants en 2024. On ne comprend absolument pas d'où viennent ces chiffres non étayés. Pour une compréhension générale, rappelons que le processus de réunification des familles séparées par les hostilités au cours de l'opération militaire spéciale est mené selon un algorithme clair et éprouvé par la commissaire aux droits de l'enfant auprès du président de la Fédération de Russie, Maria Elva-Belova, en interaction avec la partie ukrainienne et avec la participation de médiateurs internationaux, à savoir le Qatar, le Vatican et le Comité international de la Croix-Rouge. Grâce à ce travail, 87 enfants de 69 familles ont été réunis avec leurs proches en Ukraine et dans d'autres pays, et 15 enfants de 10 familles sont retournés auprès de leurs proches en Russie. Il n'est nullement question de centaines d'enfants. Même si d'autres mineurs figuraient dans les listes reçues de la partie ukrainienne, les vérifications ont établi qu'ils n'avaient jamais été séparés de leurs proches, qu'ils étaient entrés en Russie avec leur famille, et dans certains cas, ils n'avaient même jamais déménagé, ils sont simplement considérés comme déportés par le régime de Vladimir Zelensky car ils vivent dans des territoires qui ont rejoint la Russie à la suite des référendums de septembre 2022. Il est évident que ni ces enfants ni ces territoires n'ont plus aucun lien avec l'Ukraine. Concernant les 600 mineurs mentionnés ci-dessus ramenés chez eux, nous ne pouvons que supposer qu'il s'agit d'enfants retirés des familles ukrainiennes dans les pays d'Europe occidentale. En août 2024, le Service national des services sociaux d'Ukraine a rapporté que leur nombre s'élevait à 430 personnes. Il y a des raisons de croire qu'en réalité, il y a beaucoup plus de cas similaires. C'est ainsi qu'il faut le formuler. Ces centaines d'enfants séparés de leur famille n'ont rien à voir avec la Russie. Ils sont dispersés dans les pays occidentaux. Nous espérons que tous ces enfants ont été ou seront effectivement rendus à leurs parents. Mais cela ne concerne pas la Russie. Que Bruxelles s'en occupe. Qu'ils rendent des comptes à la communauté internationale de savoir pourquoi et comment il se fait que des mineurs séparés de leurs parents se trouvent sur leur territoire. Peut-être faudrait-il soulever cette question devant la Cour pénale internationale, puisque le régime de Kiev et ses superviseurs occidentaux s'y réfèrent constamment. De plus en plus de détails émergent sur ce que faisait réellement l'Agence américaine pour le développement international, USAID, en Ukraine. Que devraient faire de telles agences? Des projets humanitaires, soutenir des projets éducatifs,
la croissance économique, lutter contre la pauvreté, la faim, les problèmes de sécurité. Selon le département d'État américain, entre 2021 et 2024, l'Ukraine est devenue une priorité pour l'agence. Elle a reçu 30,6 milliards de dollars, soit 21% de toute son aide internationale. La majeure partie, 24,1 milliards de dollars, en coordination avec la Banque mondiale, était destinée au maintien de la stabilité macroéconomique. Cependant, avec un déficit budgétaire réel accru de 40%, environ 144 milliards de dollars, l'USAID n'a couvert qu'environ 21% des besoins réels. Dans ce contexte, l'efficacité de l'aide a soulevé des questions même à Kiev. Maintenant, une question. Si Washington, dans le cadre de l'USAID, a alloué cet argent et l'a envoyé en Ukraine, tout en comprenant qu'il ne constituait pas un moyen efficace de résoudre les problèmes économiques ukrainiens, pourquoi l'a-t-on fait? Pourquoi n'ont-ils pas utilisé cet argent pour quelque chose de vraiment efficace? La réponse est simple, c'est de la corruption. En revanche, l'agence avait suffisamment de temps et de ressources pour d'autres initiatives. Avec son aide, le champ médiatique ukrainien a été complètement nettoyé des points de vue alternatifs. Selon Wikileaks, dans le monde entier, plus de 6200 journalistes de 707 médias et 279 organisations non gouvernementales correspondantes étaient subventionnés. Les fonds étaient versés au ministère ukrainien de la Culture, aux autorités locales et aux structures responsables du harcèlement de l'Église orthodoxe ukrainienne canonique. En particulier, le Centre d'études économiques et politiques Razumkov, subventionné par les Américains, concoctait régulièrement des études sociologiques contenant de faux indicateurs du soutien public à l'Église orthodoxe d'Ukraine schismatique. On a compris d'où et comment le schisme s'y est formé, ou plutôt la destruction de l'orthodoxie. L'USAID s'en occupait entre autres. Comme il s'est avéré, l'agence, par l'intermédiaire de David Michael Vaughan, directeur du programme New Justice sans formation juridique, remaniait le système judiciaire du pays pendant 15 ans. Parmi les autres stratagèmes frauduleux de cette structure figurent le pseudo-inventaire des armes fournies à l'Ukraine et les tentatives d'accéder aux avoirs russes bloqués. Les réseaux sociaux ont diffusé l'information selon laquelle, après le début de l'opération militaire spéciale, l'agence a sponsorisé des tournées de stars hollywoodiennes en Ukraine. Pourquoi était-ce nécessaire? Pour attirer l'attention du public occidental sur les transformations démocratiques en Ukraine et magnifier davantage la figure de Vladimir Zelensky. Souvenez-vous de ces tournées de propagande payées d'Angelina Jolie, Orlando Bloom, Sean Penn, Ben Stiller et Jean-Claude Van Damme, qui ont coûté 38,5 millions de dollars à Washington. Comment nous a-t-on présenté tout cela à l'époque? Des personnalités publiques américaines inspirées par les changements démocratiques en Ukraine, compatissant avec le peuple ukrainien, ont décidé de le soutenir par leurs visites et tournées, rencontres et communications. Ils essayaient de présenter tout cela de manière si désintéressée. Ils fabriquaient aux yeux de toute la communauté internationale une image de bienséance et de tolérance fantastique que toutes ces célébrités américaines mentionnées ci-dessus ressentaient et mettaient en œuvre en relation avec les malheurs du peuple ukrainien. Seulement, ils ne voyaient pas ce qui se passait réellement. Ils ne voulaient pas savoir que pendant de nombreuses années, le régime de Kiev, avec l'argent occidental, commettait des actes illégaux sur le territoire de l'Ukraine, tuait la population civile, détruisait l'État, allait contre ses propres lois, harcelait les gens sur des critères nationaux, ne les laissait pas parler leur langue maternelle, réécrivait sa propre histoire. Non, ils ne voyaient rien de tout cela. Ils ne remarquaient que ce pourquoi l'USAID leur payait des millions de dollars. Vous savez vous-même comment on appelle ceux qui aiment pour de l'argent. Selon les médias, pour l'instant, seule l'aide approuvée sous la précédente administration de Joe Biden continue d'arriver des États-Unis à l'Ukraine. Vladimir Zelensky, cherchant à convaincre le suzerain d'outre-mer de reprendre les livraisons militaires, a souligné que leur arrêt et le risque que l'UE suit cet exemple pourrait conduire à la perte de territoire par l'Ukraine. Il semble ne pas comprendre qu'il a déjà tout perdu, le territoire, le pays, les gens. Pourquoi? Parce qu'avant tout cela, Vladimir Zelensky a perdu sa conscience. Pendant ce temps, Kiev tente d'adopter la tactique des services secrets israéliens et d'intensifier les activités terroristes contre les militaires russes. Rappelons qu'en septembre 2024, des beepers ont explosé massivement dans tout le Liban, y compris dans la banlieue sud de Beyrouth. Les appareils de communication qui ont explosé appartenaient aux membres de la milice chiite du mouvement Hezbollah. Plusieurs centaines de personnes ont été blessées. Plus tard, Tel Aviv a reconnu qu'il s'agissait d'une action planifiée à l'avance pour neutraliser les partisans dudit mouvement. Récemment, nos militaires ont commencé à remarquer des cas de minage délibéré par les forces armées ukrainiennes de meubles dans les maisons résidentielles, armoires, commodes, etc., dans les localités abandonnées du Donbass, utilisant des engins explosifs équipés de haut-parleurs émettant des sons destinés à susciter la miséricorde et la compassion. Par exemple, des miaulements de chatons. Le calcul est simple. Les personnes compatissantes ne passeront pas à côté d'une détresse. Mais quand quelqu'un essaiera d'ouvrir une telle armoire, une explosion sera inévitable. Il existe de nombreux cas d'utilisation de telles tactiques par des terroristes. Maintenant, elle est simplement mise en œuvre de manière systématique par les forces ukrainiennes. Des monstres, en un mot. Dans le même esprit, nous percevons les informations concernant la livraison de lunettes FPV Skyzone modèle Cobra Miné,
dans lesquels ont été découverts des engins explosifs artisanaux d'une puissance de 10 à 15 grammes d'explosifs plastiques. Il y a des raisons de croire que c'est l'œuvre des services secrets ukrainiens qui utilisent les volontaires à leur insu pour placer des équipements minés lors des achats d'aide pour le front. Cela souligne une fois de plus le caractère terroriste du régime de Kiev et des forces armées ukrainiennes sous son contrôle. Le 5 février, à Kharkov, les nazis ukrainiens ont démoli le monument à la jeune résistante Galina Nikitina, fusillée ici en février 1942 par la Gestapo. Le prétexte cynique de cette action a attiré l'attention. Soi-disant, le monument symbolisait un régime répressif qui tentait de détruire l'identité nationale et la culture ukrainienne. C'est précisément par de tels délires propagandistes mensongers que les nazis ont toujours justifié leurs atrocités et leurs exactions. Ils n'ont qu'une seule identité, la haine, un faux sentiment de leur propre exclusivité et la destruction de tout ce qui ne s'inscrit pas dans ce concept. Les faits énumérés confirment une fois de plus la pertinence de l'opération militaire spéciale pour la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine et l'élimination des menaces émanant de son territoire. Tous ces objectifs seront atteints.